on va commencer, on attend encore l'esprit qui arrivera quand il pourra. Il y a une petite urgence à régler dans cette nouvelle fonction. Bienvenue pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui et re-bienvenue pour ceux qui étaient hier. Nous continuons donc nos journées archives étudiantes, toujours autour du mouvement de 86. Petit rappel pour ceux qui n'étaient pas là hier, en fait, ces 3 journées, on les a co-organisées avec un certain nombre de partenaires, mais notamment avec l'INA, l'Institut national de visuel, qui nous a permis de pouvoir puiser dans sa magnifique base de données et essayer de trouver quelques reportages sur différentes villes universitaires et donc sur ce qu'on appelle différentes AGE. Alors hier, les anciens de l'UNEF tout court, dit SE, dit FRE, dit COCO, disaient que c'était disait AG et pas AGE. À l'UNEFID, c'était le terme d'AGE et c'est le terme historique sur lequel on reviendra l'année prochaine, puisque l'année prochaine on fêtera les 50 ans de la première AGE à Nancy. Voilà, dire aussi que cette matinée, on a la chance aussi d'avoir quelques représentants étudiants qui ont bien voulu venir. Donc là, on salue Quentin Panisso pour PDE. On aura d'autres représentants tout à l'heure, mais tout le monde n'a pas pu répondre aux invitations car nous sommes aussi en période d'élection Crous. Vous savez que ça mobilise du monde et du coup, ça explique aussi. Évidemment, on aurait préféré que ces journées puissent aussi servir aux étudiants actuels, mais ils sont mobilisés, ceux qui arrivent. Et donc, je passe la parole à Fabien Oppermann, qui est le chef de la mission archives au ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche pour cette table ronde. Merci, ça ne fonctionne pas. Ah, mais peut-être qu'on m'entend. Oh, c'est cool. On croit que ça va. Ah, c'est pour l'enregistrement, c'est ça? Oui. Alors, bien, bonjour à tous, bienvenue ici. Alors, nous parlons ce matin face à une assistance qui, à défaut d'être nourrie, est choisie. Et l'important, c'est de toute façon toujours la qualité et pas la quantité. En ce début de matinée, donc, on va parler de l'université de Nanterre et donc du mouvement 1986 à Nanterre. Alors Nanterre, c'est évidemment un nom, un symbole de l'action étudiante, du volontarisme étudiant, qui exprime des envies, des combats, des aspirations. C'est d'autant plus important en 1986 que Nanterre est une jeune université, créée dans les années 60, qui existe, je crois, officiellement depuis 1970 à peine. Dans les années 80, Nanterre se développe, continue de se développer, avec la création de campus d'antennes à Saint-Quentin-en-Yvelines, puis à Cergy-Pontoise, qui deviendront autonomes par la suite. Donc, appréhender le mouvement 1986 sur le prisme de Nanterre est évidemment, je pense, très important. Et pour autant que je sache, mais mes voisins le diront mieux que moi, pour autant, le mouvement de 1986 n'est pas né à Nanterre. Nanterre, pardon pour les anciens, mais Nanterre a suivi le mouvement. Je provoque évidemment exprès. De mémoire, je crois que le mouvement s'est enclenché de manière assez sérieuse, pas très loin d'ici, à Villetaneuse. Je crois que les autres le diront, d'autres universités. Et alors, à Nanterre, justement, que s'est-il passé dans cette université symbole de l'action étudiante? Alors, à côté de moi, pour en parler, 3 personnes, et peut-être 4 si Didier Lesky nous rejoint. Donc on va commencer par les dames, avec Emmanuelle Paradis à ma gauche, donc, qui était étudiante en sciences sociales et administratives, donc à Nanterre dans les années 80, et qui après, juste après le mouvement, va entrer dans le bureau national de l'UNEF, c'est ça?
On devient secrétaire général, puis vice-présidente, c'est ça? En 92, c'est ça. Et qui désormais travaille dans le secteur de la santé au travail. Juste à côté, Quentin Palisseau, qui n'a pas participé au mouvement de Nanterre de 1986, je ne pense pas, mais qui représente les organisations étudiantes aujourd'hui, donc Quentin Palisseau, qui est président de promotion et défense des étudiants depuis 1 an, c'est ça? Quasi jour pour jour, je crois. C'est ça, c'est ça. Voilà. Et à ma droite, faut-il le présenter, Roby Morder, militant de l'UNEF, UNEFID, enseignant, chercheur, président du GERM, alors qui signifie, mais je pense que tout le monde le sait, groupe d'études et de recherche sur les mouvements étudiants, et donc spécialiste et acteur de l'histoire des organisations et des mouvements étudiants. C'est bien ça? Je ne me suis pas trop trompé. Alors, Nanterre, on a je crois 1 heure, hein, c'est ça Jean-Philippe, à peu près. Nanterre en 1986, qu'est-ce que c'est? Qui engage le mouvement? Qu'est-ce qui s'y passe avant 1986? À quoi ressemble Nanterre? Et puis, qu'est-ce qui va s'y passer suite à la proposition au projet de loi de Vaquet? Comment ça se passe? Peut-être Roby en premier? Ouais. En fait, peut-être qu'on commence par les vidéos. On commence par les vidéos. L'ambiance de Nanterre en 1986, Roby Morder, est-ce que ça ressemblait à ça? Oui, je vais peut-être me dire au témoignage de l'acteur. D'abord, parce que moi j'arrive à Nanterre en 86, c'est-à-dire j'ai été étudiant à Paris 8. Et en droit, j'étais étudiant en droit, et il n'y a pas de 3e cycle de droit à Paris 8. Bon, donc j'arrive en DEA droit social alimentaire, et j'ai abandonné toutes les responsabilités nationales pour finir sérieusement mes études, qui avaient été un peu chaotiques, contrairement au militantisme qui avait été régulier. Donc j'ai plus de responsabilité nationale, et avec l'idée de, bon maintenant, je ne m'y remets pas avant un moment. Les choses allaient se passer autrement. Alors, j'arrive, il y a une UNEFID sur place, il y a beaucoup de gens que je connais. Donc c'est important parce que j'étais à la LCR, au comité de gestion avant. Il y a toute une série de gens avec qui on a l'habitude de bosser. Donc, je pense Didier Lesky, Nicolas Thomas, Nathalie Lebrun, Éric Coquerel qui vient de Jussieu, donc vous voyez aujourd'hui, proche de Mélenchon, comme on dit. Éric Coquerel, qui lui était à Jussieu, arrive aussi pour la première année à Nanterre, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin de se réunir entre nous pour savoir comment on peut réagir face à des événements. On a un peu des habitudes communes et des propositions communes. À Nanterre, donc, il y a une UNEFID forte qui est dirigée par ce qu'on appelle les lambertistes, enfin les ex-lambertistes qui viennent de quitter l'organisation mère en avril. Et donc, il y a Laurent Villepin, il y a Malik Larabi qui s'occupe plus de trucs, et puis il y a des jeunes militants comme Emmanuel Paradis qui dira elle-même son itinéraire. Donc, pour vous dire une chose, comment ça démarre, il y a un comité d'information, alors avec des gens de l'UNEFID, notamment la LCR, il y a la clé, donc les étudiants libertaires, anarchistes, et ce qui est très drôle, c'est quand on compare avec 68, c'est on a un peu des configurations communes, on a l'impression. C'est un peu le 22 mars qui recommence, Gisèle, Anna, dans un contexte nouveau avec des étudiants nouveaux, mais bon, c'est en revoyant les choses après, enfin assez vite, on se dit que c'est un peu les mêmes configurations, avec une UNEF qui est à la fois dedans et dehors, au début, une UNEF idée. Alors, on a par exemple, alors je ne pourrais pas dater si c'est la veille ou l'avant-veille, le 19 novembre, il y a une assemblée générale qui est prévue pour préparer les états généraux. Les Giltaneuses, on l'a vu hier, a démarré la grève le 17 novembre. Oui, non mais ça... Non. Mais Caen aussi, et Dijon l'avait voté avant, mais je pense que Sylvie le dira tout à l'heure. Bon. Voilà, mais en tout cas, sur la région parisienne, les Giltaneuses a démarré, ils envoient des délégations. Il se trouve que Éric, Didier, moi, Nicolas, bon, je sais plus qui était là, on est plusieurs, on bouffe ensemble chez le Turc, qui n'existe plus, rue de Belleville, au débouché de la rue Julien Lacroix, où Didier habitait, où moi-même j'avais habité pendant un temps. Donc c'est important un peu ces relations. Donc, on arrive à l'Assemblée Générale, donc c'est le mercredi, puisque je ne travaille pas le mercredi matin, parce que je travaille tous les matins.
par semaine. Et donc le mercredi matin, la délégation vitaneuse arrive en disant il faut que vous votiez la grève, il faut que vous votiez la grève. On est, je ne sais plus, 200 ou 300. Je crois que c'est Laurent de Villepin qui propose à un moment donné de dire non, on n'est pas assez pour voter la grève. Je crois qu'il y avait certaines réticences d'ailleurs à entrer en grève à ce moment-là, parce qu'on peut recouper. Et il dit on va aller faire, faisons le tour des amphis et des TD et on convoque une AG à 14h. Il y a des gens qui disent non, ça c'est pour casser le mouvement. Et je me souviens très bien avoir dit aux copains à ce moment-là, c'est pas grave, de toute façon, si un mouvement existe, s'il y a quelque chose qui existe, il y aura du monde, on pourra voter la grève. Et effectivement, on fait le tour. Si en faisant le tour des amphis et des TD, il n'y a pas grand monde qui vient, c'est que c'est pas encore mûr. Donc, et puis effectivement, à 14h, il y a 2000 personnes, un amphi est plein à craquer, le problème ne se pose plus, on démarre. Bon. Quelques éléments supplémentaires, tout de suite on décide. On intervient d'ailleurs à quelques-uns là-dedans en disant bon, il faut qu'une grève, ça s'organise démocratiquement. Une AG de 2 ou 3 000, c'est pas démocratique. C'est les mots que j'utilise moi-même à la tribune. Et on propose un système qui va rester, qui est celui de AG du FR, qui élisent chacune un collectif ou des délégations, je ne sais plus comment on appelle ça. Et, bon, il y a le comité de grève, c'est désigné, élu dans les AG du FR. C'est là où vont être élus les délégués à la coordination nationale. Et on a tout de suite après les AG du FR qui discutent, une AG centrale, qui à ce moment-là répercute ce qui a été discuté. Bon, voilà le système. Donc les 5 élus, j'ai encore oublié son nom, mais je l'ai eu au téléphone 29 mois après, parce que je l'ai raconté tout à l'heure. Il y a Alice, qui est en urbanisme, qui est inorganisée, comme on dit, elle l'est toujours, on s'est dit. Il y a Laurent de Villepin, qui est donc à Convergence Socialiste, l'équipe de Cambadélisme, Didier Lesky, qui à l'époque est dans le courant du CRS, donc le courant chevènementiste, Éric Coquerel, JCR, LCR, Joël Carreras, qui est aussi à Toulouse, comme Nathalie Lebrun et comme Alice. Il était président, mais il était au comité de grève. Il était délégué au... Il était délégué à la coordination. Oui, il était président du NEF. Voilà. Et il était de toute façon délégué à la coordination nationale, puisqu'il est dans les délégations qui vont ensuite chez le Baquet. Il est sur les photos. On le voit sur les photos. Voilà un petit peu. Il y a une commission information, presse, avec notamment des étudiants de l'Infocom. C'est ce qu'on voit un peu partout. Est-ce que j'ai souligné hier qui sort la Gazette de Nanterre. Bon, il y a la participation de l'État généraux. Là, c'est la manifestation, sans doute la manifestation de la FEM du 23 novembre, puisque ça se passe à Saraverna et qu'on a d'autres photos qui sont à République. Bon. Voilà. Alors, une anecdote, c'est les étudiants, je suis en droit, mais la grève démarre en lettres et sciences humaines, donc en plus Nanterre, il y a deux côtés, d'un côté bâtiment droit et éco, et de l'autre côté les autres. Bon. Donc on décide, à un moment donné, je ne sais pas si c'est ce jour-là ou après, on va faire le tour, on va à l'amphi de droit, donc avec Didier, qui était lui en histoire et en droit. Et donc on y va, et on est dans un cours de première année pour faire de l'information. Il y a Lydie qui est présente. Les camarades de lettres disent on va venir avec vous, on va rentrer dans l'amphi. Hein, ils ont peur. On leur dit non, non, c'est pas la peine, rentrez surtout pas dans l'amphi. Ça va être pris comme une agression. Il n'y a que nous qui rentrons. Bon, les autres disent on reste dehors. Donc il y avait 30-40 personnes pour nous protéger. Donc on arrive, le prof poussait de la place. On commence à parler. L'uni qui dit mais on n'est pas. Mais vous n'êtes pas en droit, c'est une grève qui concerne les lettres. Didier et moi, on dit tout de suite, nous sommes en 3e cycle de droit. Donc, les gens de l'Uni sont très hiérarchiques. Ils se taisent, et à ce moment, on démarre un cours de droit sur la loi de Baquet. Et beaucoup de gens, il n'y a pas de vote, on ne déclenche pas le vote, nous, mais beaucoup de gens se mettent en bas, dans la manif. Et on va en éco, et en économie, il y a une discussion entre, aussi dans l'AG, là c'est plus entre les économistes. Donc c'est une discussion contradictoire, il y a aussi, c'est la première personne de l'Uni à qui je serre la main dans ma vie, c'est pas la dernière, on était dans l'action, dans l'action, bon c'est pas un fasciste, c'est pas un truc, etc. On discute un peu, et la discussion porte sur la sélection, donc il y en a en éco,
qui disent on est pour la sélection, c'est bien la réforme de Vaquet. Il y en a un qui se lève et qui dit mais toi, heureusement qu'il n'y a pas la sélection à Nanterre, parce que toi tu as été recalé à tous les concours que tu as essayé de faire. Hein. Heureusement qu'il y a l'université publique sans sélection pour que tu puisses faire tes études. Bon, la rigolade dans la salle. Je donne des anecdotes pour vous montrer un petit peu en même temps le débat. Bon, je conclue par, puis on reviendra sur l'après-grève, on ne s'est pas quitté, parce que ça aussi ça fait partie des éléments, mais on y reviendra peut-être après, par une chose. La question de la politisme, donc ils ont un politique, dès quelqu'un dit, même quand le syndicat des postiers ou le syndicat du personnel au début de la grève vient apporter la solidarité, des canaux syndicats, la salle, dans les premiers jours, on ne fait pas de politique ici, pas de politique, etc., etc. Les gens qui étaient élus étaient connus, mais il ne fallait pas se... Le 3 décembre, la veille de la grande manif du 4, on commence à se poser la question, puisque Joël Carraras vient me voir en disant, en rigolant, c'est toi qui annonce qu'on va reprendre des cours. C'est vrai que le mouvement était fatigué. Reprendre des cours, un jour ou l'autre, parce que le mouvement était fatigué, il sentait des fatigues. Il y a la manifestation du 4 décembre, les violences policières. Le 5 décembre au matin, on arrive dans l'amphi, c'était Chirac, démission. C'est-à-dire en 48 heures, on passe d'un mouvement apolitique à quelque chose de totalement spontané. Là, on s'attendait peut-être à voir des gens démoralisés, nous dire vous nous avez menés à l'abattoir, c'est toujours un peu le risque, hein, ce genre de truc, et pas du tout, voilà. Bon, c'était donc quelques éléments, et je vous montre juste, ça c'est la manif. Là, pareil, là on voit Didier Lesquier avec la casquette, là, à droite. Bon. Il y a Marc Bessin, donc il y a Joël Carraras qui est devant, ici, la Christiane Menton. Justement, ça, je pense que c'est aussi le 22 octobre, parce que là, c'est surtout Paris 8 et Paris 10. Là, c'est l'organisation de la grève dans la Gazette. Ça, c'est Cohn-Bendit qui vient à Nanterre. Alors ça, c'est justement Éric Coquerel, et puis il y a Laurent Villepin derrière, là, qui regarde, c'est une photo très belle, droit réservé, je ne sais pas qui l'a prise. Il y a les étudiants libertaires, je ne sais plus comment ils s'appellent, j'ai perdu le nom, et c'est devant le bâtiment de droit. Donc là, c'est on harangue, Éric Coquerel harangue. Merci. Merde, pardon. Attendez, donc je là, c'est la grande manif du 4 décembre. Donc, première ligne, Éric Coquerel. Bon, il y a beaucoup de JCR-LC. Il y a des noms de janvier, mais c'est. Pour la plupart, on continue à le voir. Ça, c'est les délégués de Nanterre aux États généraux, ça a peu d'intérêt pour. Ah oui, alors ça, on parlait de la mode. Voilà. C'est Emmanuel, moi et Nathalie Lebrun à droite. Voilà. Et il y a marqué le budget parce que c'était la commission. Voilà. Là, c'est 87. Non, ça c'est 87. C'est dans le reportage qu'on passera. J'ai toujours le survêtement que ma compagne m'interdit de porter. De toute façon, il est dans une état usée. Il me sert de pyjama. On va peut-être la donner pour les archives. On peut la donner pour les archives. C'est une bonne utilisation. Tout le monde sera content. Alors, merci Roby. Emmanuel Paradis, vous êtes étudiante à Nanterre depuis quelques années, en 86. Vous venez d'arriver également. Comment vous avez vécu ces quelques semaines, justement, avec Roby Bordel et les autres personnes qui ont été citées? Qu'est-ce que ça dit? J'ai du goer avec des cheveux. Donc moi, quand je suis en novembre 1986, donc j'étais en deuxième année de DUG et j'étais arrivée à la fac l'année d'avant et j'avais adhéré à l'UNEF en fin d'année scolaire précédente. Donc je venais sur deux choses de l'adhérer à l'UNEF. D'abord, l'UNEF n'était pas dirigée, tes souvenirs te trompent, à Nanterre, n'était pas dirigée par les anciens ceux du PCI. À ce moment-là, l'UNEF était dirigée par les jeunes socialistes, parce que justement, comme ils étaient critiques depuis très longtemps par rapport à leur organisation politique, ils ne recrutaient plus. Et en fait, moi, donc, une des raisons qui m'a fait adhérer à l'UNEF,
c'est que quand ils ont quitté le PCI, il y a eu une sorte d'effervescence intellectuelle, ils voulaient parler politique, etc. Donc ils étaient assez séduisants. Puis la deuxième chose, c'est le projet de Vaquet, parce que même juste avant l'été, il n'y avait pas encore le projet de loi, mais il y avait un avant-projet préparatoire, je ne sais plus, un rapport, etc. Ouais, voilà, exactement, c'était ça. Donc, je suis arrivée et donc on a commencé dès la rentrée universitaire à militer sur cette question de ce qui allait devenir le projet de Vaquet, qui était à ce moment-là un avant-projet, et puis ensuite le projet de loi. Alors moi, mes souvenirs sont très très différents des tiens, parce que j'ai commencé à peine à militer, et donc j'ai été au comité de grève, mais j'étais au comité de grève en étant un peu dépassée par ce qui s'y passait, et moi j'étais plutôt dans la fac, voilà, et donc la découverte de ce que c'est. Alors, par exemple, mes souvenirs... Donc Nanterre, il faut voir comment c'est géographiquement pour comprendre comment s'organisent les actions. C'est un immense bâtiment de lettres et sciences humaines avec un grand hall dans lequel donnent tous les amphis, donc une très grande facilité à aller voir les gens et à mobiliser et à rassembler dans ces immenses halls. Et puis un bâtiment de droit qui est à part et un bâtiment d'économie qui est à part, avec aussi une ambiance très différente dans le bâtiment lettres et sciences humaines qui était très engagé, très politisé, très à gauche, etc. Et beaucoup moins dans les bâtiments de droit et d'économie. Et donc en fait, lettres et sciences humaines a été en grève, tous les cours ont été arrêtés, à part les troisième cycles, je pense qu'ils continuent à fonctionner pendant 3 semaines. Alors que côté droit et éco, les cours ont toujours continué, même si la fac avait accepté de ne pas sanctionner les étudiants qui, eux, seraient en grève individuellement. Mais c'était plutôt individuellement droit et éco, et collectif, et vraiment, parce que les cours ne se tenaient pas côté lettres et sciences humaines. Et donc, moi, mes soeurs, par exemple, le jour, le 19 novembre, où on a voté la grève, c'était pour moi la première fois que je voyais un truc comme ça. Donc on décide d'aller faire le tour. Alors on faisait des petits groupes où on allait faire le tour des amphis, etc. Et alors, je ne sais pas quand se placent les débats dont tu parles en droit et en économie, mais moi j'ai un souvenir d'un amphi de droit. C'est peut-être parce qu'on avait fait ça avant que du coup après on a essayé de l'organiser un peu différemment. Un amphi de droit où on va, où on dit, voilà, je pense que c'est ce jour-là, on vient de se réunir, on trouve qu'on n'est pas assez nombreux pour voter la grève, on vous explique en 2 mots le projet de Vaquet, si vous voulez nous rejoindre, deuxième assemblée générale, etc. Et à ce moment-là, au fond de l'amphi, des militants de l'UNI, donc qui se mettent debout au fond et qui sautent sur les tables comme ça vers la tribune, par-dessus la tête des étudiants, et moi je dois dire que j'avais peur. Ça c'est avant, et donc du coup après on a dû organiser les choses, je ne me rappelle pas de tout, très impressionnant. Et je ne suis pas d'accord avec toi quand tu dis qu'ils n'étaient pas quand même durs, parce que je me rappelle le tract de l'UNI qui disait ni socialisme ni capitalisme, troisième voie. Quand même, donc c'était quand même un UNI un peu particulier, hein. Donc c'était, voilà, et avec quelque chose qui était très physique. Voilà. Après, donc effectivement, on a organisé le comité de grève, donc moi j'étais déléguée de mon UFR, et puis donc on avait fait une commission budget, c'est pour ça que je pensais que c'était ça, et donc j'étais trésorière du comité de grève, mais j'ai jamais été impliquée dans les trucs. Pour moi, le souvenir de novembre décembre 86, c'est un souvenir collectif, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une génération militante de très jeunes comme moi qui arrive au militantisme de manière générale. C'est pas des gens qui ont après... c'est pas du tout la même chose. On a en fait un Nanterre, du coup, après à l'UNFID, on a 3 générations de militants. On a une génération plus âgée, avec Marie-Claire Rabhi, Laurent Villepin, etc., qui sont ceux du PCI, et qui ont lâché l'affaire. Enfin, qui n'ont pas lâché l'affaire, puisqu'ils sont à la fac, etc., et puis nous, ils nous ont soutenus, encadrés, etc., mais qui avaient arrêté de recruter et qui avaient abandonné l'idée à ce moment-là de reprendre la main, de garder la main sur l'UNEF. Il y avait une génération de jeunes socialistes qui ont passé, c'est eux qui dirigeaient la GE à ce moment-là, qui ont passé l'intégralité du mouvement entre eux dans la maison d'étudiants et pas du tout dans la fac avec les étudiants. Et une génération qui arrive, dont je faisais partie, et d'autres aussi, et qui eux étaient dans le mouvement, dans la fac, etc. Et en fait, c'est cette génération-là qui a investi l'UNEF après le mouvement et qui a repris à Nanterre, la GE.
et qui a pris l'AGE et marginalisé des jeunes socialistes qui n'avaient, je pense, pas recruté un seul contact pendant tout le mouvement parce qu'ils étaient entre eux à rester dans le. C'est mes souvenirs. Comment, vous avez dit, il y avait une forme de violence, d'intimidation. Est-ce que cette violence est allée jusqu'à la violence physique ou pas? On a eu après le mouvement, des formes de radicalisation, mais ça c'était dans le bâtiment de droit, des formes de radicalisation avec des incursions d'extrême droite dans le bâtiment de l'aide, donc avec des affrontements physiques qui n'ont jamais été jusqu'à casser la gueule à quelqu'un, mais quand même assez physiques, où on rassemblait les étudiants qui étaient là, où on les repoussait dehors physiquement, où ils venaient, où avec des insultes, etc. Il y avait vraiment des formes d'affrontement, mais pas du tout dans le bâtiment de lettres et sciences humaines, mais entre lettres et sciences humaines d'un côté, les gauchistes, et puis de l'autre pas. Vécu comme ça. Comment, alors, on a pas mal parlé des étudiants, et le corps enseignant là-dedans, est-ce qu'il l'a suivi? Est-ce qu'il est resté, comment dire, à enseigner lorsqu'il pouvait enseigner? Est-ce qu'il a soutenu mollement, pas mollement Ça dépend des gens, mais on avait quand même Nanterre, c'est quand même créé avec un corps enseignant de gauche, marqué à gauche. Ils étaient très investis dans les questions de conception d'enseignement. On avait donc à Nanterre, on disait juste avant, ils avaient conçu des docs pluridisciplinaires pour favoriser la réussite des étudiants, pour qu'on puisse avoir une spécialisation progressive, etc. Et donc là, je parle lettres et sciences humaines. Et donc là, il était très soutenant, mais pas actif dans le mouvement. C'est-à-dire que c'était pas, c'était pas leur mouvement, c'était mais très soutenant. D'accord. Et en droit? Alors, droit et éco, d'ailleurs, le corps enseignant était plutôt de gauche. Alors, gauche, toutes les nuances, mais Jacques Lang était prof de droit public à Nanterre. Il avait donné en économie, il avait devenu Strauss-Kahn à un moment. Donc, il y avait, comment ça s'appelle, j'oublie les noms, mais c'est vrai qu'à la limite, le corps enseignant de droit, beaucoup d'enseignants de droit et d'éco, étaient plus à gauche que leur base. En éco, c'était pas l'extrême droite, hein, c'était effectivement les libéraux, au niveau étudiant, donc des Saint-Just, des Giscardiens, comme ça. En droit, il y a, mais c'est assez classique d'ailleurs, j'ai travaillé un peu sur la question, il y avait une forte extrême gauche, fort petite, gauche ou extrême gauche, qui se tenait chaud entre soi. Il y avait une extrême droite autour de l'Uni. Tu as raison, mon souvenir est trompeur parce qu'ils étaient calmes avec nous. C'est l'argument d'autorité, c'est pour ça que. Mais effectivement, il y avait la peur, c'est pour ça que vous étiez venus nous protéger. Et je crois que finalement, c'est vrai qu'on était plutôt rassurés d'avoir quand même des gens dehors. On ne sait jamais. Mais l'Uni, il y avait une grosse bagarre entre effectivement les troisième voies, l'extrême droite extrême qui tenait l'Uni à ce moment-là, et effectivement les jeunes du RPR, qui ont fini par les vider et reprendre le local Manu Militari, donc le local plus tard. Voilà. Mais donc il y avait effectivement ce truc-là. Mais du côté des profs, du côté de l'administration, laisser faire aussi. On a eu un petit peu des soucis le jour de la nuit de l'occupation, la veille du 4 décembre avec les vigiles. J'ai vaguement un vigile qui s'est retrouvé le doigt dans une porte, parce qu'il ne voulait pas nous laisser rentrer, etc. Mais grosso modo. En fait, parce qu'on occupait la fac, donc on l'a occupée presque dès le début. Je pense probablement. Si, la nuit. Deux nuits. Il n'y a eu que 2 nuits qu'on a occupées avant le 4 décembre. Le reste, on occupait le jour. Et la nuit, on restait la nuit, mais on n'avait pas dit on vote l'occupation de l'île. Peut-être. C'est ça. Voilà, parce que moi, j'ai quand même une souvenir avec. Oui. Parce que. Voilà. Oui. Et donc, en fait, comme on était partis en manif, ils avaient fermé la fac et on l'a fait rouvrir. Alors que d'habitude, on restait dans la fac. Et donc, pour occuper la nuit, en restant, c'est plus facile, mais évidemment, ça aurait été. Alors,
Et le souvenir, juste le souvenir que j'en ai moi de ce mouvement, c'était quelque chose de très effervescent. C'est-à-dire qu'il y avait d'un côté, moi l'impression que j'en avais de mon point de vue, c'est qu'il y avait d'un côté des enjeux qui nous dépassaient et qui étaient malgré tout des enjeux de rapport de force entre différents courants étudiants qui portaient des visions différentes du mouvement. Et ça qui se traduisait par des négociations quand même très politiques sur la composition de la délégation, par exemple, etc. Un pour vous, un pour nous, un pour ceci, un pour cela. Mais dont au fond, dans le mouvement dans l'université, ça, on n'en avait rien à faire. C'est-à-dire que moi, je soutenais ceux avec lesquels, quand il fallait voter sur un truc comme le comité de grève, je soutenais ceux avec lesquels, dont je pensais être les plus proches, donc qui étaient Laurent Dupin notamment, voilà. Et puis, mais dans la fac, une sorte d'effervescence, parce que donc, dans tous ces bâtiments de lettres et sciences humaines, il y avait 32 000 étudiants à Nanterre à l'époque, donc c'était quand même une grosse fac, dont je ne sais pas combien étaient réguliers au quotidien, mais donc des centaines, peut-être des milliers d'étudiants qui étaient là à rien faire en fait, et donc à monter des tas de choses, donc une espèce d'effervescence, d'écrire des tracts, de faire des affiches, de sortir, on sortait beaucoup de la fac. On allait mener des initiatives dans la ville, on a été faire des péages d'autoroute pour ramasser de l'argent, on a été dans des tas de trucs, voilà, on sortait, on revenait, et tout ça discutait avec un... Je pense que tu parles de politisation, je pense qu'effectivement il y a peut-être eu un moment où la politisation a été le fait d'un affrontement plus violent, mais la politisation, elle est inhérente au mouvement. C'est-à-dire que quand on est à des centaines à ne faire que parler de politique et de société du matin au soir, la politisation, pas dans le sens adhésion à une organisation, mais dans le sens compréhension, analyse, etc., elle monte, et donc une très grande effervescence et des débats. Voilà. Alors, avant de poursuivre, parce que c'est passionnant, et puis ce serait peut-être intéressant d'avoir également un débat avec les personnes dans la salle, on est sur des journées archives et mémoires étudiants, donc il est important aussi d'évoquer les traces de ce mouvement de 1986. Et on a avec nous Leslie Novas, qui est donc de la Cité des mémoires étudiantes, diplômée... Oui, bah aussi ici, non, mais... Ah, c'est d'accord. Qui est diplômé donc, en archivistique de l'Université de Bourgogne, c'est bien ça, dont j'ai bien compris, et ça me fait chaud au cœur, que finalement c'est elle qui est la première à voter la grève. Vous avez dit, Université de Dijon, qui a voté la grève en premier. Eh bien, nous aurons la confrontation. Vous saurez D'accord. Donc Leslie, qui est diplômée donc, de l'Université de Bourgogne, va nous présenter peut-être quelques traces archivistiques de ce mouvement 1986. Donc effectivement, je vais vous parler de la Gazette de Nanterre. Donc la Cité des mémoires étudiantes conserve d'une part le fonds Sorbonne Nouvelle, donc un journal étudiant, et de l'autre un recueil qui a été donné par Arnaud Royancourt. On peut y retrouver des journaux qui ont été créés pour le mouvement de Vaquet. Et il nous a semblé intéressant de se pencher notamment sur le journal La Gazette de Nanterre, dont le premier numéro est daté du 2 décembre 1986. On a pu retrouver des numéros de ce journal étudiant né des contestations contre la loi de Vaquet à Nanterre. Donc dans le fond Sorbonne Nouvelle, il y a 4 numéros de la Gazette de Nanterre, donc en commençant par le numéro 1, et le recueil qui nous a été donné par Arnaud Royancourt, lui conserve une collection du journal du numéro 0 au numéro 24. Donc le premier numéro sorti par la Gazette, donc, est en fait appelé numéro 0, ce qui tient sans doute aux conditions de sa création, comme nous le verrons plus tard. Je me base surtout sur l'éditorial des numéros. L'éditorial de ce premier numéro du mardi 2 décembre 1986 permet à l'équipe de rédaction de présenter le journal, donc son but, son contexte de création et son équipe.
Ce numéro ne comporte qu'une feuille double, alors que par la suite, les parutions s'étoffent au cours du temps. Donc la fac de Nanterre crée le 2 décembre 1986 en pleine période de grève contre la loi de Vaquet son journal. Donc, ce qui est marqué dans l'éditorial, c'est notre fac à la pointe du mouvement a attendu presque 2 semaines avant de sortir sa feuille de chou. Ce journal est réalisé par une quinzaine d'étudiants journalistes qui se décrivent sans étiquette politique. Le journal ne se définit que par rapport au mouvement de contestation, sans se rapprocher d'une tendance politique particulière. Donc l'éditorial permet aussi de replacer le contexte de création du journal dans le déroulement du mouvement de Vaquet. L'idée de créer un journal spécifique à la grève de Nanterre aurait germé, donc c'est ce qui est dit dans l'éditorial, le 28 novembre 1986. Et cependant, donc, la première réunion de rédaction a lieu quelques jours plus tard, le 1er décembre. Donc entre le moment de la première réunion de rédaction et la sortie du numéro 0, donc apparemment le journal a été vraiment écrit en une dizaine d'heures. À la création du journal, le numéro est vendu 2 francs afin d'une part d'amortir les frais de production, mais aussi de financer le voyage des étudiants à Paris pour la manifestation prévue le 4 décembre 1986. Donc le numéro 0 de la Gazette a vraiment été créé dans l'agitation générale du mouvement de Vaquet et représente la volonté des étudiants de Nanterre de créer un journal d'information pour la fac sans recopier les journaux nationaux. D'ailleurs, le journal ne se nomme pas tout de suite la Gazette de Nanterre, mais simplement donc, la Gazette avec comme sous-titre Nanterre en colère. Il est composé donc, de comptes rendus, de comités de grève, de comités d'administration, d'assemblées générales et de comités de réflexion. Le numéro donne aussi des informations pratiques sur les AG à venir et reporte les dernières déclarations du gouvernement. Donc, en plus d'informer les étudiants sur le mouvement à l'intérieur de la fac, il permet aussi vraiment d'organiser et de structurer le mouvement. Comme je l'ai dit, la Gazette a vraiment été créée pour la grève à Nanterre et par le mouvement de contestation contre la loi de Vaquet. Je vais essayer de voir un peu déjà les numéros qui ont été publiés strictement pendant le mouvement et ensuite de voir l'évolution du journal après la fin, au moins après le retrait de la loi. Donc, un des buts du journal étant de financer le voyage à Paris pour la manifestation du 4 décembre, les numéros 1 et 2 sont quotidiens, puis les numéros suivants s'espacent. J'ai aussi choisi d'évoquer le numéro 4 toujours comme journal de grève, parce que même s'il est publié après la victoire étudiante, il représente un numéro charnière pour l'évolution du journal qui sort de sa fonction première, donc vraiment journal de grève. Les éditions du 3 et 4 décembre ressemblent beaucoup au format du premier numéro. La Gazette continue d'informer les étudiants du déroulement de la grève et du mouvement de contestation, tout en s'ouvrant un peu plus sur les autres facs parisiennes. Le journal prépare la manifestation du 4 décembre en publiant notamment le parcours prévu pour cette manifestation. L'édition du 4 décembre prévient que le journal peut éventuellement changer de forme par la suite, donc par manque de temps puisque les étudiants journalistes ont prévu de se rendre aux manifestations. Et il est annoncé que le journal deviendra hebdomadaire afin d'aborder l'actualité avec plus de recul et d'ouvrir le débat. Il est cependant annoncé dans cet éditorial que les objectifs premiers du journal ne changent pas, donc informer les étudiants et examiner la loi. Donc, une information est aussi donnée, c'est qu'il s'agit du nombre de tirages. Donc, à l'apparition du numéro 0, le troisième numéro en comptant le numéro 0, la Gazette a été tirée à près de 1000 exemplaires. Le numéro 3 est daté donc, du 8 décembre 1986 et marque un premier changement pour le journal. Donc, le sous-titre change et Nanterre en colère laisse place à Nanterre en deuil. Donc, puisque ce numéro sort juste après la mort de Malik Oussekine pendant les manifestations contre la loi de Vaquet. Le numéro s'étoffe et au lieu de l'habituelle double page sont tirées 8 feuilles recto verso.
Ce numéro représente bien les réactions du milieu étudiant face à la mort de Malik pendant les manifestations, donc la colère, le choc, le deuil, mais aussi la volonté de continuer à lutter contre la loi, comme le réaffirme l'éditorial. Le numéro rend compte de la mort de Malik Koussekine survenue le 6 décembre, tout en rendant hommage à la victime et en continuant sa volonté d'information sur le mouvement de contestation. Donc, le numéro 4 daté du 17 décembre, et comme je l'ai dit, un numéro charnière, puisqu'il a été publié après le retrait de la loi. Donc, des changements sont tout de suite visibles sur la une du journal. Donc, par exemple, le sous-titre qui est à la date Nanterre en colère devient Nanterre persévère, marquant donc déjà que la Gazette veut continuer dans sa volonté de lutter bien que la loi ait été retirée. Et le numéro 4 est aussi nommé, je ne sais pas si vous voyez, spécial sida mental. Donc ces deux éléments et l'éditorial affirment au bout de demi-victoire que laissent les étudiants le retrait de la loi de Vaquet. La victoire n'est pas aussi éclatante que les étudiants l'auraient imaginé, puisque déjà entachée par la mort de Malik Koussekine. Et comme le dit l'éditorial de ce numéro, après plusieurs mois de contestation et de manifestation, le retour à la routine étudiante semble difficile. Donc l'élan national autour de la loi de Vaquet, il ressemble, donc c'est les mots de l'éditorial, une désagréable sensation d'être de nouveau seul. Donc l'éditorial affirme sa volonté de conserver une activité organisée au sein des facs, sentant aussi approcher sans doute une nouvelle réforme des universités. Mais donc, vu qu'il sort du contexte de grève, la Gazette doit trouver une nouvelle approche, puisqu'elle a été créée pour le mouvement de contestation, elle doit renouveler son contenu. Le journal de Nanterre décide d'informer les étudiants de ce qui se passe dans chaque UFR en gardant en ligne de mire de préparer les nouvelles réformes des universités, et donc à laquelle ils veulent participer fort de leur application dans la loi de Vaquet. Donc, la Gazette, qui avait donc été créée par et pour le mouvement de contestation, change de format progressivement après le retrait de la loi. Donc, le numéro suivant était le numéro 5 ici du journal daté du 8 janvier 1987. L'éditorial présente l'association Matière Grise, créée à Nanterre, permettant aux différentes commissions nées pendant la grève de continuer à exister en collaboration. Donc, ce numéro est encore marqué par le mouvement de Vaquet, et les numéros suivants, jusqu'au numéro 18, restent hebdomadaires, et la Gazette devenant d'ailleurs la Gazette Hebdo, gardant du mouvement de Vaquet le sous-titre Nanterre persévère. Cependant, à partir du numéro 18, donc celui que j'ai mis, qui a marqué Private Joke, le journal devient bimensuel, le sous-titre disparaît. D'ailleurs, je crois que le numéro Private Joke a été tiré qu'à une trentaine d'exemplaires. Je crois qu'il a même tourné que entre les étudiants qui écrivaient le journal, d'après ce que j'ai compris. Donc, dans l'éditorial de ce numéro, ce tournant est expliqué et assumé. Le journal s'étant politisé au cours du temps, ils veulent un retour à un contenu un peu plus neutre, notamment pour correspondre aux nouveaux arrivants à la fac. Mais voilà, donc ce numéro continue quand même de rappeler que dernièrement auparavant, il y avait eu la mort de Malik Koussekine. Donc en gardant en ligne de mire quand même ce qu'ils avaient fait pour la loi de Vaquet. Donc, considérés dans leur globalité, les numéros suivants jusqu'au numéro 24, qui n'est pas daté, et je ne sais même pas si c'est le dernier numéro, représentent les évolutions de ce journal né d'un mouvement de contestation. Donc la forme s'adapte, le discours aussi, et les étudiants cherchent à faire vivre le journal sans trop s'éloigner de son but premier avec plus ou moins de facilité. Voilà, donc en fait, on a conservé à la cité, donc c'est un exemple donc avec la Gazette de Nanterre, mais qui est intéressant. Donc en plus, on a 24 numéros qui s'étalent de 1986 à 1988. Donc on peut constater un peu l'évolution de ces journaux qui ont été créés pour la grève, et là, en l'occurrence, sur 2 ans. Merci beaucoup, merci. Une question à Roby Emmanuel. Vous avez contribué à ce journal, Roby, oui? En fait, ouais. Alors, pendant le mouvement, c'était une des actions qui pouvait être menée et auxquelles on pouvait
vous pouvez participer. Et après, effectivement, on voit bien dans ce que vous décrivez. Après, c'est un petit groupe d'étudiants. En fait, le mouvement, il a donné quand même globalement, contrairement à ce qui était dit là, un sentiment de victoire aux étudiants, même s'il y a eu victoire tâtée d'amertume, il y a eu évidemment la mort de Malik Oussekine, il y a eu des décès. C'est quand même une expérience d'une violence assez forte. On a eu peur dans les manifs, etc. Donc il y a un sentiment d'amertume, mais il y a quand même un sentiment de victoire. Et puis donc il y en a qui ont arrêté tout militantisme. Il y a des milliers de gens qui sont investis dans ce mouvement et qui n'ont pas continué à militer. Il y en a qui ont investi ce militantisme dans des organisations. Et puis il y en a quand même qui ont vécu sur le regret du mouvement. Et ce groupe qui a continué à faire ça, là, qui s'est appelé ensuite Matière Grise, c'est effectivement, dans mon souvenir, un petit groupe de gens qui vivent dans le regret du mouvement et puis donc qui continuent à tourner en rond, etc. Mais qui n'agressent plus personne, etc. Qui vivent dans le souvenir de ce mouvement. Alors, Robin. Oui, mais un petit peu l'approche différente, parce que moi j'ai été après, donc aussi pas mal de la part. D'abord, il faut savoir, les journaux étudiants qui sont restés sont réunis, c'est-à-dire il y a eu le point d'interrogation qui a regroupé plusieurs journaux pour les états généraux. Ça, la Gazette passe ensuite comme instrument de préparation des états généraux de mars 87. La Gazette est encore là quand il y a la grève sur le budget, donc rentrée 87-88. Et c'est pas exact. Il y a plusieurs choses. C'est pas la même chose que Matière Grise. Matière Grise est une association qui va disparaître assez vite parce qu'on est dans le cadre de la préparation des états généraux. Alors que là, il y a vraiment des gens qui ont envie de continuer à faire des choses. Bon, moi j'écris de temps en temps dedans. Puis c'était sympa. On voit d'autres journaux. Il y a un projet. 2 fois, vous dites que vous avez bien mangé. Hein. Il y a le resto turc de la mais après la grève, c'est vrai qu'on a du mal à dire, et au-delà des frontières d'organisation précédentes. Les études reprennent, il y a des activités politiques. Il y a quelque chose qui se passe au niveau du mélange. C'est-à-dire là où il y avait des réunions séparées ou même de côté sociabilité séparées dans des courants, là c'est extrêmement mélangé, on va les uns chez les autres. Et donc il y a cette réunion. Alors, dans la Gazette, il y a, comme dans d'autres journaux, il y a des gens qui voient des journalistes professionnels. Bon, il y en a une qui a mal tourné. C'est Béatrice Pignel, qui était à Nanterre, qui était dans la Gazette, qui est devenue journaliste à FR3 et qui est devenu un soutien de Dieudonné, de l'Iran. Donc on a vu à très mal tourné, et d'ailleurs avec un autre, Francesco Candeli, qui était à Jussieu, d'ailleurs un peu, mais qui d'ailleurs elle n'est plus de ce nom. Au cerveau, voilà. Donc, et donc, c'est pas exactement des anciens combattants, c'est vraiment des gens qui ont envie de continuer et qui trouvent ça pour continuer. Bon, il y en a qui s'arrêtent en cours de route, il y en a qui font d'autres choses. Je crois que c'est important de comprendre, par exemple, pour préparer le 3 décembre, quand on s'est réunis à une quinzaine, je rentre en tant que président du GER, je ne sais pas quoi. C'est vrai que là, il y a un petit peu une dynamique de. On se retrouve, on a traversé les choses ensemble, même si c'est une manière. Alors, avant de passer la parole à Quentin Panisso, Emmanuel et Leslie, vous avez évoqué le mot de victoire. Donc, victoire du mouvement, parce que, évidemment, le projet de loi de Vaquet est retiré. Pourquoi est-ce qu'il est retiré? Il y a la mort, évidemment, de Malik Oussekine dans la nuit du 6 ou 7 ou du 5 au 6 décembre. Du 5 au 6 décembre. De Vaquet démissionne, puis le projet est retiré. On est dans des journées archives et mémoires étudiantes. Aujourd'hui, la mémoire de cet événement, et je parle vraiment de la fin du mouvement qui commence à la mort de Malik Oussekine, on retient évidemment la démission d'Alain de Vaquet. Il n'y a pas eu, et là je parle, c'est peut-être la dernière question que moi je poserai aux 2 acteurs, et peut-être à Leslie au titre de la mémoire étudiante, il n'y a pas eu quelque chose qui a continué, par exemple, pour réclamer la démission du ministre de l'Intérieur, de son secrétaire d'État au ministre délégué, Robert Poirot. 30 ans après, enfin 25 ans après, on inaugure une plaque commémorative à l'endroit où Malik Oussekine a été assassiné, donc on parle de son assassinat, on n'évoque pas l'implication, on va dire,
contexte dans lequel il est assassiné et, entre guillemets, qui est la cause de cette mort. Qu'est-ce que vous en pensez, à la fois sur le moment, est-ce que le mouvement, du coup, va continuer comme un mouvement étudiant au sein d'une université? Est-ce que cet événement a été un petit peu mis sur le côté? Et rétrospectivement, 30 ans après, qu'est-ce que vous en pensez? Quand même, il n'y a pas eu de manifestation pour demander le départ du ministre de l'Intérieur, etc. Mais à ce moment-là, les étudiants, ils se radicalisent contre le gouvernement. Ils étaient contre un projet de loi, ils deviennent contre un gouvernement, contre une politique en général, etc. Bon, il faut se rappeler, quand même, quand je dis on a eu peur dans les manifs, les pelotons dans le petit genre motorisé, on a eu peur. La manifestation du 4 décembre, quand on est arrivé au bout, on a cru qu'on ne pourrait pas sortir de là. Et c'est pour ça qu'on est retourné à la fac, parce qu'on était comme ça, des centaines d'étudiants, et on ne pouvait pas se quitter, on avait peur. C'est quand même un contexte. Et donc après, évidemment, on était contre un gouvernement, et on était, voilà, alors après, ça prend des tas de formes, etc. Il n'y a pas eu une poursuite pour demander une démission, mais il y a quand même... on passe quelque chose. Effectivement, moi je pense que tu disais tout à l'heure. Sur ça, alors sur la peur, moi j'avais peur avant, parce que le 4 décembre, j'ai peur au début, quand je vois la presse, la rue de presse, et on tape sur David Assouline, le mouvement dirigé. Bon, moi je sais ce que ça veut dire. Et je me dis, il y a peu de services d'ordre encore, et je me dis, les gens sont inconscients. Il faut se rappeler, les premières manifs, on disait CRS avec nous, les enfants sont dans la rue. Et après, le 4 décembre, on disait CRSSS. C'est quand même, il y a quelque chose qui change. Hein. Voilà. Et donc, non, sur Malik, alors, la plaque est faite, inaugurée 20 ans après. Alors, je viens de la voir parce qu'on travaille sur une commémoration. Il y a marqué Malik Oussekine frappé à mort. Il n'y a pas marqué assassiné, il n'y a pas marqué parti. Alors, c'est vrai qu'après, la force de ce mouvement, c'est qu'il avait un objectif, auto-limité, si on veut, le retrait du projet, il gagne là-dessus, il s'arrête. C'est une victoire par rapport à la revendication initiale, en partie inespérée, parce qu'à un moment donné, on se dit, le mouvement, est-ce qu'on ne va pas être obligé de négocier ou je ne sais pas quoi, donc, il ne pourrit pas, comme on a connu tant d'autres mouvements qui ont du mal à se finir. Donc, la coordination s'autodissout, il y a les états généraux, il y a plein de choses qui se passent après. Y compris la dimension électorale, quand dans les manifs, on entend Chirac, on s'en souvient en 88, il y a le retrait du code de la nationalité. Bon, il va y avoir la commission d'enquête après. Donc c'est pas quelque chose qui est comme ça. Mais c'est vrai que pour la grande masse, il y a quelque chose. Et ça reste une victoire. C'est pas le sentiment de on n'a pas gagné tout ce qu'on voulait, et puis ça, le mouvement s'est effiloché, on sait combien c'est démoralisant. Il y a quelque chose de très fort là-dedans. Alors, ça n'a pas bouleversé le paysage étudiant, ça a renforcé les organisations, les courants, ça les a un peu transformés. Ça n'a pas bouleversé le paysage. Bon, mais ça, c'est d'autres questions. C'est-à-dire, le paysage a été le même après. Mais ça, c'est aussi des tactiques des gens qui ne voulaient pas. Bon, mais bon, ça se passe souvent comme ça. Hein. Après tout, en 1945, quand on entend on voulait tout transformer, les vieux qui voulaient tout transformer, on se retrouve avec les mêmes anciens partis, etc. C'est des choses qu'on vit assez souvent. Pour que ça poursuive une transformation, c'est très rare. Alors, Quentin Panisso, vous aviez quel âge en 86? Alors, j'entrais à l'école 10 ans plus tard. Voilà. D'accord. Alors, donc vous êtes président de PDE. Est-ce que ce mouvement, d'abord, j'ai deux questions principales. Est-ce que ce mouvement de 86 est resté dans les mémoires auprès des militants étudiants actuels? Est-ce que c'est un modèle? Est-ce que c'est une mémoire qui se conserve, qui a marqué peut-être jusqu'à aujourd'hui les organisations étudiantes? Ça, c'est la première question. Et ensuite, la seconde, c'est ce mouvement de 1986 est en grande partie lié au contenu du projet de loi de Baquet et en particulier à la sélection annoncée à l'université. Dans l'université, sélection qui avait été annoncée de mémoire, mais là je parle devant des spécialistes aussi, dès le discours de politique générale de Jacques Chirac, Premier ministre, lorsqu'il arrive à Matignon
mars ou avril 1986. Donc la seconde question, elle est là. Est-ce que 30 ans après, cette question de la sélection à l'université reste un sujet d'actualité? J'imagine que vous avez tous, avec attention, regardé le troisième débat de la primaire des partis de droite et du centre hier sur France 2. Évidemment, c'est un sujet qui reste prégnant. Comment vous, du coup, 30 ans après, vous vous positionnez en termes de mémoire et d'actualité sur cette question? Ok, alors d'abord sur la première question, il faut par contre situer que Promotion des Défense des étudiants, c'est une organisation qui est basée sur un réseau d'associations étudiantes dont le militantisme n'est pas l'objet. Et on ne considère pas qu'on a un réseau de militants, mais de bénévoles, d'associatifs et élus étudiants. Et c'est l'organisation qui, à mon avis, le plus éloignée des sujets politiques et de ces sujets-là. Typiquement, PDE n'a jamais pris part à une mobilisation et c'en est pas l'objet. Donc déjà, j'en suis plutôt éloigné. Malgré tout, ça reste quand même un nom qui nous est familier. Pour nous, dans notre exercice et notre vision de la représentation étudiante, d'ailleurs notre apolitisme, on le mentionnait tout à l'heure, derrière apolitisme, nous on met pas d'affiliation, effectivement, pas de côté qu'il n'y a pas de politique, mais pas d'affiliation, et aussi un cantonnement à des sujets fidèles à notre modèle, c'est-à-dire que les étudiants adhèrent à des associations qui ont pour objet de faire de la vie étudiante et de la représentation étudiante dans les établissements et dans l'enseignement supérieur, donc on ne va pas aller au-delà des questions de vie étudiante, de conditions étudiantes et d'enseignement supérieur. Ça c'est très important, parce que du coup ça c'est mon prisme de vision des choses qui est du coup limité à ça, sans affiliation et que sur ces sujets. Malgré tout, c'est un nom qui nous est familier. Ensuite, pour nous, dans cette période-là, c'est plutôt la loi Savary qui nous impacte et dont on se souvient un peu, puisqu'elle a quand même permis d'avoir un certain nombre d'avancées dans la représentation au sein des établissements. Et si ça doit nous interpeller, peut-être sur le fait que, notamment au travers de la loi travail, on a vu un certain nombre de mécanismes se répéter, mais aussi au moment du CPE, on voit qu'il y a des traces qui sont gardées par d'autres organisations et d'autres mouvements. Ce qui nous interpelle aujourd'hui, c'est qu'on est en pleine réflexion sur la démocratie étudiante. On vous l'a dit, on est en pleine période d'élection tous en ce moment. En revanche, aujourd'hui, je vous rassure, vous ne me empêchez pas de mobiliser dessus, puisque c'est la journée de trêve. Ce vendredi, il n'y a pas d'élection tous en cours. Ça reprend lundi avec la Lorraine. Non, c'est la question de la démocratie étudiante, parce qu'aujourd'hui, il y a un taux de participation extrêmement faible. Alors, je ne connais pas l'évolution sur les 30 dernières années, mais catastrophique. Catastrophique de 8% par exemple pour les élections en cours. Et en interpellant le gouvernement là-dessus, il y a une absence de réponse et un déni total de cette situation. Et pour le gouvernement, aujourd'hui, il appartient aux organisations étudiantes de faire vivre ce système de démocratie. Et c'est là que c'est important et que c'est interpellant ces mouvements-là, parce qu'ils ont su construire effectivement une effervescence et quelque chose qui a touché beaucoup plus d'étudiants que tous ces mécanismes de représentation qui pour nous aujourd'hui sont à remettre en question, et ça va beaucoup plus loin qu'une simple remise en question, une simple réflexion, parce que nous, en tout cas a priori, d'ici fin janvier, février ou en tout cas en début de l'année prochaine, on va réformer complètement notre structure et porter un projet de démocratie étudiante nouvelle. Alors, avec quel résultat, ça l'avenir le dira, mais en tout cas, voilà ce à quoi ça nous encourage. Donc, en fait, vos récits et vos expériences viennent un peu nourrir tout ça, et en ce sens, c'est très intéressant. Et ensuite, il y a la question effectivement de la sélection et du contexte. Alors, PDE là-dessus est entièrement satisfait du projet de réforme de master qui a eu lieu, et c'était une volonté de conserver cette sélection, mais à l'entrée du M1 en tout cas avec plus de cohérence pour le cycle master, sans non plus empêcher les étudiants qui étaient titulaires d'une licence et qui voulaient aller vers le bac plus 5 d'accéder à un master. Donc c'est exactement le compromis qui a été trouvé. Il y a une sélection, mais en même temps on a un système de rattrapage pour les étudiants en licence qui ne trouvent pas de master, alors qu'ils ont établi une sorte de contrat avec l'État pour aller vers le bac plus 5. On en est entièrement satisfait. En revanche, la sélection à l'entrée de l'université, c'est un tout autre sujet. C'est donner la possibilité à tous d'entrer dans l'enseignement supérieur et d'effectuer ses études. Aujourd'hui, l'ensemble des organisations étudiantes représentatives sont contre la sélection à l'entrée de l'université, et on voit ce sujet remis sur le tapis tout le temps. Et moi, ce qui m'inquiète en tant que PDE, c'est que
mis à part les organisations étudiantes, je ne vois pas qui va aller à l'encontre de cette réforme. Et c'est là que je vois une différence avec le contexte de l'époque, c'est qu'il me semble que la communauté enseignante et que les présidents d'établissement, alors je ne dis pas que c'est pas à généraliser, mais en tout cas, ça a plutôt l'air d'aller dans l'autre sens. Les institutions, les think tanks aussi, vont de plus en plus vers cette sélection à l'université qui pour nous est un désengagement total. Et ça va même beaucoup plus loin que ça, parce que là, on ne parle pas seulement de sélection à l'université, on parle aussi d'augmenter les droits d'inscription, on parle d'une autonomie totale sur base de quelques succès et quelques expériences à l'international, mais qui sont généralisées à outrance, alors qu'il y a des sujets, et on le rappelle régulièrement, qui sont pour nous beaucoup plus importants, comme l'orientation, où là, en tout cas pour nous aussi, il y avait une véritable orientation active, un accompagnement, une véritable réflexion là-dessus, une réflexion sur le financement de l'enseignement supérieur qui dépasse les droits d'inscription. Eh bien, on résoudrait tous ces problèmes qui viennent à mettre sur la table la sélection à l'université. Donc pour nous, ça aussi, c'est une réflexion qu'on y est complètement posée. Ça va être l'objet de débats et de mouvements de représentation les 6 prochains mois, voire la prochaine année, ça c'est certain. Ensuite, quelle forme ça va prendre, par qui ce sera soutenu, c'est toute une question et on commence à peine à en voir les prémices. En ce qui me concerne, je n'étais pas tout à fait convaincu qu'un débat de la primaire à droite allait aborder le sujet de l'éducation et de l'enseignement supérieur, même si le contenu me déplaît, j'en suis tout réjoui quand même, et l'avenir le dira ensuite. Merci beaucoup. C'est peut-être le moment d'avoir un échange avec la salle. Je pense que tout ce qui a été dit, tout ce qui a été montré doit évidemment susciter un intérêt particulier auprès de chacun. Donc est-ce que quelqu'un a une question, une remarque, un commentaire? Eh bien oui. Merci. Deux petites questions. Vous avez fait référence tout à l'heure au restaurant dans lequel vous vous initiez. Ça fait partie de la vie d'un mouvement, mais quand on voit la concentration des événements en très très peu de temps, somme toute, est-ce que vous pourriez me dire 2 mots sur votre quotidien à cette époque-là? Et puis, si je peux me permettre, une analyse un tout petit peu différente quant à la fin du mouvement. Certes, quand on voit ça au niveau du microcosme des organisations étudiantes, oui, effectivement, il y a eu les États généraux en 87 et tout, mais globalement, pour la masse des étudiants et pour le reste du pays, ça s'arrête et puis plus rien. Moi, j'ai eu un témoignage d'un militant de la LCR qui était à Tolbiac et qui se pointait avec ses tracts le jour où la coordination nationale s'est autodissoute. Il me dit, d'habitude, on arrivait, ils distribuaient autre chose. Et il me disait, il y a des tas de gens qui arrivaient, qui me prenaient des journaux pour les redistribuer. Là, on s'était pointé, il n'y avait plus personne. C'est-à-dire qu'en 3 heures de temps, les gens sont rentrés en cours. Donc on peut se poser la question aussi sur la nature même de l'engagement des étudiants. C'est-à-dire que les étudiants les plus politisés, et surtout les gens de la LCR, s'attendaient. Alors évidemment, il y a tout le mythe de la connexion avec la classe ouvrière. Quand les syndicats ouvriers décident de soutenir après la mort de Malikou Sekine, lui, il me dit on y a cru. Par contre, ça s'arrête brusquement. Donc est-ce qu'on n'est pas face à des gens qui ont une espèce de vision très pragmatique du mouvement, c'est-à-dire qu'on a obtenu ce qu'on voulait, on s'arrête, terminé, on rentre chez nous, circuler, il n'y a plus rien d'autre. Alors, sur la première question, sur le quotidien, on a cru comprendre que le fait d'habiter sur place pendant 15 jours fait que on ne sent plus très bon au bout d'un moment. Hein, c'est Emmanuel qui nous l'a dit. Alors, sur le quotidien d'abord, Emmanuel Bourobli. Ce qui est sûr, c'est que c'était collectif. Par exemple, pour manger, on se faisait des sandwichs, je ne sais pas comment on faisait. On devait ramasser les comités de grève, de l'argent, aller acheter du pain, etc. Et on faisait des sandwichs. Et voilà. Mais c'est difficile, je ne me rappelle plus rien. On campait un peu partout dans la fac. Il faut imaginer donc, que dans la fac, c'était tapissé du sol au plafond parce qu'il y avait sous-commission, de la sous-commission, truc qui se réunit à telle heure en salle bidule. Alors il y avait des petits trucs
trucs scotchés, écrits à la main et tout ça un peu partout pour faire circuler l'information, etc. Donc un peu de trucs comme ça il y avait plein de choses qui se passaient en même temps, des gens qui sortaient, qui se donnaient rendez-vous qu'à l'ailleurs, qui revenaient, etc. Et puis donc on mangeait. Donc dans la fac de Nanterre, il y a un centre sportif, donc avec des douches, donc quand même on pouvait pas les se laver. Il y a une cité universitaire aussi, ça, mais globalement quand même. Et la fac était crade, il faut imaginer un amphi comme ça, rempli, je sais pas, de papier, de clopes. Il faut se rappeler, on fumait partout, on fumait tout le temps, etc. Donc une espèce de nuage de fumée permanent, partout et là, bon, voilà. Donc ça, sur la vie quotidienne, pour moi, c'est ça. Hein, voilà. Et sur l'après, alors par contre, je ne suis pas du tout d'accord, les étudiants sont rentrés en cours, mais tout a changé, enfin en tout cas de mon point de vue, les choses ont beaucoup changé. Par exemple, parler des élections universitaires, les élections universitaires suivantes, il y a eu une participation massive, on n'avait jamais vu ça depuis des années. Le rapport à la vie politique a beaucoup changé aussi, il y a eu un engagement assez massif dans des organisations, organisations syndicales étudiantes, associatives, politiques, etc. Non, pour moi, ça amène des choses, mais effectivement, ça se termine. Les états généraux dont parlait Roby, il y a quand même une certaine effervescence autour de ces états généraux. On voulait concevoir, créer tout ça. Une certaine effervescence, et en tout cas, alors pour nous, à Nanterre, ça a beaucoup changé. Roby disait, on était tous ensemble. L'UNFID après le mouvement a rien à voir avec l'UNFID avant le mouvement. L'UNFID avant le mouvement, c'est un cartel d'organisation. L'UNFID après le mouvement à Nanterre, ça devient une organisation très unitaire, dans laquelle, y compris, on a gagné énormément de gens qui étaient militants du PC, militants de tas d'organisations qui n'étaient pas du tout historiquement à l'UNFID, avec vraiment quelque chose, et où on fonctionnait, donc nous on n'était pas dans la même tendance, mais avec quand même une très grande proximité avant le mouvement. À Nanterre, par exemple, l'UNFID, c'était la majo qui s'occupait de l'UNFID, et puis les tendances minoritaires, elles faisaient autre chose, mais elles n'étaient pas. Alors qu'après, j'ai l'impression quand même qu'il y a quelque chose qui a vraiment changé. Et je ne suis pas d'accord avec toi qu'il n'y a pas de conséquences, parce que pour moi, le changement de majorité de l'UNEF en 93-94 est une conséquence directe du mouvement de décembre 86. Je parlais du paysage général, ces deux UNEF, etc., etc. Je ne parlais pas des recompositions internes, parce qu'évidemment, là, c'est... Bon, sur le quotidien, en plus de ce que dit Emmanuel, moi je travaillais à l'époque, je travaillais comme secrétaire d'Actino, donc c'était des avocats qui étaient à Étoile, donc c'était le matin, puis 4 matins par semaine, et puis 3 après-midi dans un autre cabinet où comme foutu la paix en décembre, on n'a pas besoin de vous l'après-midi. Donc en fait, moi je courais d'aller au boulot, je faisais mon truc, à midi et demi, je prenais le RER pour arriver à Nanterre, et je passais toute l'après-midi, la soirée, plus sans oublier les réunions à Paris. Donc c'est vrai que c'est les réunions, les manifestations. Donc on m'a malheureusement volé mon agenda lors de l'anniversaire de Nathalie Lebrun en sac à l'époque, donc je n'ai pas 86-87. J'ai cherché et puis j'ai pas trouvé, je me suis souvenu, oui, c'est là où je m'étais fait piquer après. Mais c'est ça le quotidien. Alors, sur l'après, ça c'est une autre discussion. Je crois que c'est une discussion. Qu'est-ce que ça veut dire engagement? Qu'est-ce que ça veut dire politisation? Je crois qu'il y a quelque chose qui change, l'intérêt vis-à-vis de la politique en général. C'est pas l'après 68 où les gens s'engagent. Ceci dit, j'ai rappelé hier qu'il y avait à peu près 1 millier de militants dans toute la France, tout compris à gauche dans les forces de gauche. À ce moment-là, je ne parle pas des adhérents militants. Les états généraux, on a compté, puis j'ai toujours vu, c'est à peu près 15 000 personnes dans les assemblées générales qui ont précédé. Il y a à peu près 15 000 personnes engagées de janvier à mars, jusqu'au moment des états généraux. Bon, ce qui est tout de même le rapport de... Je ne veux pas dire qu'il y a eu un recrutement de 1 à 15, mais il y a eu quelque chose qui s'est transformé les jours après. On pourra comparer avec d'autres périodes, hein, mais c'est sûr que ce qui est important, c'est quoi? C'est qu'on était au bord de la crise politique, mais ça n'a pas été une crise politique ouverte. On était au bord d'une jonction avec les salariés, avec la grève de la SNCF. Jacques Chirac, qui a vécu 68, comme Balladur, il a compris qu'il ne fallait pas de jonction. On arrête un front le 18 décembre, la grève de la SNCF démarre. Bon,
Donc voilà, il a évité des choses qui étaient en train de se passer. Je peux vous dire, quand je vois le 5 décembre, ça, même Malik Osseki n'est pas mort, mais les manifestations à la Sorbonne, à côté de la Sorbonne, puis celle du samedi contre la répression et contre l'assassinat au Galet, les associations de parents d'élèves, par les échos qu'on a, ou par mon organisation politique et aussi par les syndicats de salariés, il se passe plein de choses des entreprises. On est au bord, mais on reste là. Bon, c'est pas 68. Mais c'est pas pour rien que Bergeron et mon maire alertent Jacques Chirac en disant maintenant, parce qu'ils sentaient qu'il y avait quelque chose. Mais c'est vrai qu'on était au bord. Alors, il y avait une deuxième main levée, je crois, monsieur d'avant. Oui, par rapport à ce que tu viens de dire, oui, moi je suis assez d'accord. Je me souviens, en tant que membre du bureau de coordination entre 86, toutes les discussions avec les centrales syndicales à la veille des grandes manifs silencieuses, où là, il y a la manif nationale, enfin la manif à Paris et les manifs locales, où il y a une volonté qui ne va aller jusqu'au bout, mais qui était effectivement de dépasser le mouvement étudiant, prendre le mouvement ouvrier. Mais voilà, le projet est retiré, donc tout de suite, il n'y a plus de motif d'aller plus loin à ce moment-là. Par contre, et je suis d'accord avec ce qu'a dit aussi Manu tout à l'heure, il y a de profonds changements aussi sur le mode de militer. Tout à l'heure, je parlerai de Dijon, mais donc nous, on est une AGE qui quitte le PCI au printemps 86, et notre manière de militer et la manière dont on s'est engagé dans ce mouvement était une forme d'émancipation. C'est-à-dire, on appliquait le centralisme démocratique au PCI, c'était pas juste, c'était pas une vague slogan, c'était un mode de fonctionnement. C'était objectif-résultat, les débuts de la réunion, de toute réunion au PCI toutes les semaines, objectif-résultat. Alors, on était des espèces de machines à militer, et quelque part, on teste. Alors, on représente une fraction, mais une fraction qui a été quand même, qui a une certaine importance dans ce mouvement. On est une fraction qui découvrons une liberté dans un mode de militantisme, et en plus, on réussit sur ce coup-là. On réussit, et moi, de mon point de vue, et je pense que c'est pas une question individuelle, et ça a changé des formes de militantisme. Je me souviens de la prudence, aussi au Bureau national de l'UNEF à partir de septembre du printemps 86, des discussions pendant interne de la majorité sur Philippe Dariola qui me dit va pas trop loin, là t'es sur la même ligne que Cavalier de Caen, parce que tu veux déclencher la grève, il n'en est pas question, attendons un peu. Cette prudence de la majorité, mais qui fait qu'à un moment donné, nous on va s'émanciper, on va quitter la majorité, on a toujours beaucoup aimé les gens qui étaient la majorité, pour devenir ça, c'était un grand truc à nous ça, pour créer la TEMAS. On crée la TEMAS au printemps 87. Non. Si, de fait, c'est au printemps 87, même si officiellement, tu me dis ce que tu veux, Roby, mais on commence à travailler de façon complètement différente au printemps 87. Et nous, on s'émancipe. Oui, mais ça ne nous est pas vu comme ça. Ah oui, je suis d'accord. Non, moi je veux bien. Parlez bien dans le micro, le document du 100 décembre. Le document du 100 décembre, sauf que la réalité, c'est que dès la rentrée 87 janvier, on commence à réfléchir, à dire que ce n'est pas possible de continuer à travailler au sein de cette majorité. Donc, ça va commencer de fait. D'accord, l'acte n'est posé qu'un peu plus tard. Non, c'est pas l'acte. C'est la réalité. Non, si je peux dire, parce que c'est le problème des sentiments humains. Que toi, ou que des gens commencent à entamer un certain nombre de choses,
On le voit chez les gens qui quittent les paradis, ils disent, mais dès il y a 2 ans, dès il y a 3 ans, je l'ai vécu moi-même, ça, au moment où on commence à se poser des questions, etc. Le moment où on commence à aller plus loin, le moment où on sait que vous réfléchissez, c'est avant le CN de décembre 87, voilà, c'est-à-dire, il faut tout de même 10 mois entre ce que vous faites à Dijon, ce qu'on fait à Paris, ce qu'on fait ailleurs, pour qu'on commence à faire la jonction. Non, mais je suis d'accord, mais c'est un processus. Il commence du mouvement de 86. Oui, je suis d'accord. Il commence de la manière dont on l'a vécu, de la manière dont on l'a milité. Je suis d'accord. C'est une construction. Alors, peut-être une dernière question. Là, on a globalement 25 à 30 minutes de retard, mais nous avions commencé en retard. On laisse Philippe Péchu conclure. Voilà. Il faut savoir conclure une table ronde. Voilà. Et surtout que je termine la suivante, donc je vais être très bref. C'est effectivement l'importance des décalages qu'il peut y avoir entre, je dirais, cette maturation, cette prise de conscience et puis la formalisation des choses. Et très souvent, les AGE sont aussi des terrains, des laboratoires sur lesquels on teste. Et c'est aussi l'intérêt d'avoir cette vision multiple, c'est-à-dire que tout ne décide pas d'en haut, même si on a le sentiment que c'est très corseté, très vertical. En réalité, voilà, je crois qu'il y a des rythmes, des sensibilités, des pratiques, et la focale université, la focale département, section, UFR et autres, donne effectivement des colorations particulières, et la trace papier, la formalisation est parfois longue, mais c'est déjà dans les têtes. De l'importance du témoignage oral sur ces questions-là, parce que ça ne laisse aucune trace. On y était, oui. Alors, quand même, moi je termine par ma question. Alors, Dijon, c'est Dijon qui a commencé ou pas? C'est la table ronde suivante. Je vais juste dire une anecdote. Une jeune étudiante de Nanterre, en première année, au tout début de la grève, je la crois dans ce qu'on appelle le déambulatoire, le grand pouvoir de Nanterre, et elle me dit un truc qui confirme ce que je disais théoriquement, elle me dit un truc, ça c'est super, je vis ce que je rêvais de vivre en devenant étudiante et que je pensais ne pas vivre. C'est-à-dire, grosso modo, pour elle être étudiante, c'était faire grève, mais elle se disait, dans la situation actuelle, l'esprit d'entreprise et tout, ça aura pas lieu, et donc je vais faire mes études comme ça, et puis tout d'un coup, l'utopie devient réalité. Donc c'est marrant. Des fois, des petites phrases qu'on trouve. Merci beaucoup à tous les quatre pour ces partages d'expériences et commentaires extrêmement riches et finalement extrêmement actuels. Et donc c'est le moment d'une pause, Jean-Philippe. Voilà. Merci beaucoup. L'esprit s'excuse, il est à Londres pour la négociation sur les réfugiés. Petite pause, vous verrez, à côté, il y a des gens qui sont en train de faire une visite du campus Condorcet parce que vous êtes dans le premier bâtiment